Focus Retail, le focus. Dans cette émission, on parle des grands défis des marques patrimoniales. La marque Éric Bompard en est un bon exemple. En 2013, l'entreprise s'est distinguée dans le classement des 100 plus belles entreprises françaises indépendantes selon le palmarès annuel de l'Express familiale française. Est-ce qu'il y a d'autres ingrédients spécifiques pour qu'une marque fasse partie du patrimoine français alors, disons qu'il faut déjà pouvoir définir ce que c'est qu'une marque qui fait partie du patrimoine français. On a parlé récemment, on sort de Cannes, de l'exception culturelle française. Concrètement, pour qu'une marque puisse se dire marque patrimoniale, les grands ingrédients, c'est déjà qu'une marque soit relativement ancienne, ou en tout cas ancienne à l'aune de la personne qui en parle, et qu'elle communique sur ce patrimoine-là, sur cette histoire-là. Il faut bien sûr qu'elle soit présente dans l'inconscient collectif, ou en tout cas que ce soit une marque dont on sait, dont on parle quand on entend parler. Il faut qu'elle véhicule une identité. Donc une identité, ça peut être une identité d'un pays, d'une région, parfois d'un patrimoine industriel. Elle peut aussi correspondre à des enjeux de reconnaissance sociale. Et c'est surtout une marque qui est basée sur des valeurs et un partage de savoir-faire. C'est donc une question d'ancienneté, de patrimoine au sens premier du terme ? Alors pas que. C'est un enjeu de valeur patrimoniale au sens premier du terme, dans la mesure où le patrimoine est associé à de l'émotion. Et c'est vraiment les enjeux émotionnels et le lien qui peut se tisser de ce fait entre la marque et ses clients, et même entre les clients entre eux finalement, qui va faire le nectar de cette marque patrimoniale. Ça s'illustre par notamment deux grands angles qui sont la transmission. Effectivement, on a parlé de Bompard tout à l'heure, ça fait partie de ces marques comme Hermès, des marques qu'on donne, des produits qui se racontent, des produits qui ont en eux-mêmes une histoire. Et ça va de pair avec une autre valeur qui est la confiance. C'est même parce c'est des marques dont on connaît la qualité, qu'on a envie de les donner et de les transmettre à des gens qu'on aime, que ces marques s'inscrivent dans le patrimoine. Et ça ne concerne que les marques premium, les marques de luxe ? Alors pas uniquement. C'est vrai que c'est beaucoup des marques premium parce que ce sont des produits, ce sont des biens qu'on peut transmettre, mais on peut transmettre aussi un goût, on peut transmettre une habitude de consommation. Orangina, Renault par exemple, c'est aussi des marques qu'on peut qualifier de patrimoniales. Mais c'est vrai que quand il s'agit de produits de consommation courante, ça résiste moins bien au défi de la durée dans le temps. Est-ce que c'est has-been une marque patrimoniale ? Pas forcément. Pas forcément, mais c'est vrai que qui dit patrimoine dit forcément qu'il faut pouvoir vivre avec son patrimoine, le transmettre et surtout être en adéquation toujours avec les besoins mouvants des consommateurs. On pense par exemple à Kodak, qui était une grande marque patrimoniale française qui a mal pris le virage du numérique, ce qui a causé son grand déclin. Et contre-exemple, Lego. Lego qui était par définition une marque ancrée dans le cœur et dans le patrimoine des Français. Aujourd'hui, les adultes qui jouaient au Lego petit continuent à y jouer. C'est ce qu'on appelle le rétro gaming. Vous parlez de Lego, de Kodak, c'est toujours une marque avec un produit phare ? C'est souvent en tout cas un produit iconique. Bompard, on le disait tout à l'heure, s'est lancé avec 3 produits phares et évidemment une matière première au début. Dans d'autres types de produits, on a par exemple la boîte des cachous La Jaunie, on a tous vu cette petite boîte jaune quelque part, les carambars. On pense au tollé qu'il y a eu sur les réseaux sociaux quand ils ont menacé d'arrêter leurs blagues. Donc, en tout cas, ça dépend de l'expérience qu'on a avec ce produit et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de diversification possible. Et on peut innover tout en restant une marque patrimoniale, c'est possible ça ? Alors ça dépend de ce qu'on entend par innovation. Encore faut-il que l'innovation fasse partie de l'ADN de la marque, qui est effectivement ce qui correspond à ce qu'on va aller chercher dans le patrimoine d'une marque. L'ADN de la marque, c'est ce qui va rester dans le temps, malgré les repositionnements et malgré les différentes vagues de campagnes de communication. Par exemple, Orangina, qui s'est distingué par son ton impertinent, avec la pulpe qui reste en bas et cet humour-là. Plus tard, il y a eu une campagne qui a fait grand bruit de Fred et Farid, où on voyait des animaux, donc c'était assez différent, mais toujours avec cette petite touche d'impertinence, et c'était une des campagnes préférées des Français quand elle est sortie. Sujet super intéressant. Merci beaucoup Laure Barillon. On passe tout de suite à la start-up de la semaine. Focus